Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette table ronde de la Commit Week. On est ravis d'être là, je suis ravie d'être là avec Agnès et Florence. On espère que vous nous entendez bien. N'hésitez pas à nous dire dans le chat si c'est bon pour vous et à nous dire d'où est-ce que vous nous écoutez et puis qui êtes-vous? Est-ce que vous voulez nous en dire plus? Dans quelle entreprise vous travaillez? C'est quoi votre rôle? N'hésitez pas à vous présenter un petit peu. On va en faire de même. Je vais commencer déjà. Moi, je suis Héloïse, je suis responsable communication et RSE chez Commit et je suis ravie d'animer cette table ronde aujourd'hui sur comment on embarque ses parties prenantes internes autour de son programme d'engagement. Et pour introduire cette table ronde, on va se présenter juste après. Donc, je vais d'abord un petit peu vous en dire plus sur la Commit Week, parce que cet événement est organisé dans le cadre de la Commit Week. La Commit Week, c'est une semaine d'événements pour accélérer la transition sociale et environnementale des entreprises et tout particulièrement se poser la question de comment on prépare 2026 avec un contexte tel qu'il est, c'est-à-dire un peu un backlash écologique, un recul. On a vu la CSRD encore de ce qui s'est passé la semaine dernière. Il y a plein de choses qui se passent et en parallèle, un monde associatif qui est vraiment dans une crise de financement assez forte et puis une crise économique aussi dans les entreprises. Bref, c'est sympa. Et on en a parlé lundi lors d'une table ronde qui était vraiment dédiée à ce sujet du contexte. Donc, on pourra vous remettre le replay dans le chat, le replay LinkedIn si vous n'y avez pas participé. Mais aujourd'hui, on voulait vraiment se focaliser sur ce sujet de OK, comment on embarque en interne dans ce contexte ou pas, voilà. Et quand même, demain, il y a toute une journée, toute une après-midi plutôt, avec plusieurs événements. Il nous reste encore un petit peu de place en présentiel et bien sûr en distanciel. Vous n'hésitez pas à vous inscrire si vous n'êtes pas encore inscrit à la table ronde de 16h, notamment Association Comment faire face à la crise du financement, ainsi qu'à l'atelier de 17h, Comment déployer toute la force de son programme d'engagement. On va vous remettre le lien dans le chat. Euh, vous avez de la musique? Vous entendez de la musique? Moi, nous, on n'entend pas de musique. C'est étrange. Et vous m'entendez pas. Nous n'entendons que la musique. Alors, je ne sais pas pourquoi. On va peut-être réessayer de fermer, mais c'est bizarre. Et là, vous nous entendez? Ah, c'est bon. Parce que nous, on a essayé de mettre Stevie Wonder, pour être tout à fait honnête, on devait commencer la conférence avec Stevie Wonder, et ça ne marchait pas de notre côté. Mais du coup, si ça marche pour vous, c'est super. C'est bon, vous nous entendez. Bon, parfait, je vais remettre la présentation, tout va bien. Bon, du coup, vous n'avez peut-être pas entendu toute l'introduction, mais je parlais de la Commit Week, etc. On vous remet le lien, voilà, c'est le début. Et avant de passer la parole à Agnès et Florence pour qu'elles puissent un petit peu se présenter, je voulais vous partager quelques éléments de contexte que je trouvais intéressants. D'abord, on parle d'engagement sociétal des salariés. Aujourd'hui, c'est ce dont on va parler. C'est aussi le sujet dont on parle, nous, chez Commit. Mais qu'est-ce que c'est, cet engagement sociétal des salariés? Bon, nous, on va voir un peu la big picture aujourd'hui. On va parler globalement de comment on engage autour des sujets socio-environnementaux. Mais notamment, quand on parle des salariés, nous, notre définition, qu'on soit tous à la même longueur d'onde sur ce sujet, on parle d'engagement social des salariés, le fait que les collaborateurs, collaboratrices, donc l'ensemble des collaborateurs, des collaboratrices, contribuent à la résolution des défis socio-environnementaux, définition très large. Et ça peut être à la fois en interne dans l'entreprise, mais aussi en externe pour la société, donc notamment auprès d'associations. Voilà, donc on vous a mis quelques typologies d'actions, mais ça, c'est un peu la thématique qu'on traite avec Commit, à la fois avec une plateforme d'engagement et des services qui permettent d'animer, de lancer ce programme d'engagement, mais on n'est pas là pour parler de Commit. En tout cas, sur ce sujet spécifique, on voulait aussi l'introduire en disant il y a des gros enjeux d'implication des parties prenantes internes. Et c'est ce qu'on a notamment vu dans notre dernière étude sur les programmes d'engagement. Ce graphique, il sort du coup de cette étude qu'on a sortie en septembre, qui se base sur l'étude de 130 programmes d'engagement chez nos clients. Et ce qu'on voit ici, c'est l'implication des différentes parties prenantes internes dans l'engagement. Est-ce que c'est facile, pas facile de les mobiliser? Et ce qui est assez intéressant et ce qu'on voit, c'est qu'il y a des parties prenantes internes qui sont très impliquées, notamment la RSE. Bon, c'est aussi notamment lié au fait que souvent, c'est la RSE qui gère ces sujets, donc heureusement qu'elle est impliquée. Et par contre, une assez grande difficulté à impliquer le management intermédiaire, et on en parlera un petit peu aujourd'hui. Et du coup, pour introduire, je voulais vous poser la question à vous, cher public, chère audience. Comment chez vous ça se passe et quelle est la partie prenante la plus impliquée autour de vos engagements? Et du coup, je vous ai publié ça dans l'onglet sondage que vous retrouvez en bas à droite et vous allez pouvoir voter pour nous dire, hop,
Donc, normalement, ça y est, vous pouvez voter. J'ai déjà 3 réponses. Donc, vous pouvez voter dans l'onglet sondage et vous avez accès en direct aux réponses. Quelle est la partie prenante que vous arrivez le mieux à engager? Ça y est, on commence à monter un petit peu les votes. Parfait. Ça vous permet aussi de découvrir l'outil par la même occasion. Donc vous avez un onglet de chat que vous avez déjà très bien su utiliser. On aura aussi un onglet questions, on en parlera, mais vous pouvez poser vos questions tout au long de la table ronde dans cet onglet. On y répondra à la fin. Alors, du coup, ce qu'on voit, c'est la partie prenante qu'on vous a proposée là, qui est la plus facilement impliquée. Vous êtes plutôt en train de nous dire que c'est les salariés ambassadeurs. C'est intéressant, c'est plutôt positif. On va en parler aussi. Et celle qui revient le moins, bah voilà, sans surprise, hein, c'est les managers intermédiaires, puisque ça revient, hein, c'est ce qu'on revient souvent. On a quand même 4 personnes qui nous ont partagé que c'était. Donc, si vous avez des bonnes pratiques, vous qui avez voté manager intermédiaire, n'hésitez pas. Et ce qui me frappe un petit peu là dans le sondage, c'est que la direction arrive aussi assez bas. Donc c'est vrai que c'est pas toujours facile et on va aussi en reparler. C'est un énorme enjeu d'avoir une direction, un COMEX qui est mobilisé. Donc on en reparlera aussi dans la table ronde. Mais merci pour vos réponses. Vous pouvez continuer de voter, hein. C'est toujours chouette d'avoir un petit peu votre avis. Super. Eh bien, nous allons nous lancer dans cette table ronde. Et pour commencer, j'ai assez parlé. Je vais vous donner la parole. Est-ce que vous pouvez nous dire qui êtes-vous? Que faites-vous dans vos entreprises respectives? Nous en dire un petit peu plus sur votre programme d'engagement. Peut-être, Florence, je me tourne vers toi pour débuter. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Moi, c'est Florence Icard. Je suis Sustainability Business Partner pour IKEA France. Pour résumer, grosso modo, vraiment simplifier, schématiser la structure d'IKEA, on va dire qu'on a 2 grosses patates dans toute la sphère d'entreprise que représente IKEA. On a Inter-IKEA qui va s'occuper de créer, fabriquer tous les produits qui vont venir après dans nos unités, et le groupe Incar, auquel est rattaché Meubles IKEA France, qui est le plus gros réseau de franchisés IKEA dans le monde. Donc moi, j'appartiens au groupe Inca et mon rôle en France, c'est de m'occuper de tout ce qui concerne la biodiversité, l'empreinte climatique, et j'anime avec mes collègues un réseau d'ambassadeurs notamment, et de tout ce sujet d'animation de la RSE au sein de Meubles IKEA France. Merci, Florence. Agnès? Alors moi, je suis Agnès Darieux, je travaille chez Roche Pharma France, qui est la filiale française du groupe suisse Roche. Et notre raison d'être, c'est de développer des traitements dans des pathologies lourdes, les domaines de la cancérologie, la neurologie, l'ophtalmo, etc. Et notre siège est à Boulogne. Donc on est environ 600 collaborateurs qui sont principalement en région parisienne, et puis des personnes qui sont aussi en province. Et moi, je suis chargée de direction dans l'équipe Affaires publiques, communication externe et RSE. Et donc, mon rôle, mon rôle pour la partie RSE, c'est de mobiliser et d'animer un réseau d'une trentaine de relais RSE. Et donc, des gens qui sont passionnés par le sujet. On parlait d'ambassadeurs tout à l'heure. Et ben voilà, c'est nos ambassadeurs sur lesquels donc on s'appuie beaucoup pour mettre en avant notre politique RSE, mais aussi, alors, ma tâche principale, c'est d'animer autour de la journée solidaire que Roche nous offre tous les ans, et donc de tout aider les collaborateurs à trouver des missions via Commit. Merci Commit. Et je fais aussi partie d'une équipe d'une dizaine de personnes, une équipe transverse, plusieurs métiers, et à chaque fois, chacune de ces personnes a un rôle à jouer dans la stratégie RSE de la filiale. Et donc, moi, mon rôle, c'est la mobilisation des collaborateurs autour de la journée solidaire. Voilà. Super, merci beaucoup pour cette introduction. Aujourd'hui, on va se parler de 3 facteurs clés de succès principaux sur comment mobiliser au mieux son entreprise, ses parties prenantes autour de son engagement. Pour vous dire un petit peu les thématiques dont on va aborder, on va parler de comment on arrive à lier son engagement à sa raison d'être et comment ça, c'est un vecteur de mobilisation en interne qui est un peu le premier pilier en fait, pour impliquer ses parties prenantes. On parlera ensuite, et c'était un enjeu qu'on a vu dans le sondage, de comment on mobilise sa direction et comment on en fait, comment on la rend actrice et exemplaire de son engagement. Et on parlera ensuite de comment on implique les managers
et l'ensemble des pôles de différentes manières, notamment avec des ambassadeurs, etc. Enfin, vous nous en parlerez. Et puis, pour pas trop vous en dire, on gardera une petite ouverture avec une question bonus dont je ne vous parle pas encore, je vous en parle pas encore, vous verrez, mais elle est super. Voilà, c'est pour vous inciter à rester jusqu'à la fin. Mais j'espère que ce sera automatique. Vous aurez envie de rester avec nous, en tout cas. Et du coup, on va commencer avec ce premier sujet, c'est l'histoire d'engagement. Ce qu'on appelle l'histoire d'engagement, c'est quel récit on raconte autour de son engagement et comment on lit ça avec la raison d'être de l'entreprise, avec ce qu'elle fait, ce qu'elle prône. Et du coup, vous avez, dans vos organisations respectives, réussi de différentes manières à lier l'engagement avec ce que fait l'entreprise. Est-ce que vous avez envie de nous en parler? Et comment ça se passe et comment c'est un peu intégré à la culture d'entreprise? Et du coup, comme j'ai commencé par toi, Florence, je me tourne à nouveau vers toi pour cette fois et on verra. Vas-y, je veux bien t'écouter là-dessus. Chez IKEA, comment ça se passe? Alors, chez IKEA, on a vraiment de la chance parce que notre culture d'entreprise est quand même propice à un engagement RSE assez fort. Notre raison d'être, c'est d'améliorer le quotidien du plus grand nombre. Donc, on a déjà ce souci d'améliorer le quotidien de son prochain et donc de s'intéresser à ce que les gens aient un bon cadre de vie. On est aussi une entreprise qui a été créée autour de 8 valeurs. Et on recrute des personnes autour de ces valeurs-là. Et une de ces valeurs est prendre soin des personnes et de la planète. Donc là, je crois qu'il n'y a pas plus RSE que ça. Donc ça nous aide quand même vraiment beaucoup pour être sûr de fédérer et d'ancrer la RSE au sein des racines de l'entreprise. Comme je disais, on a aussi une entreprise, nos collègues côté Inter-IKEA qui fabriquent nos produits qu'on va ensuite vendre en magasin. Et eux, ils utilisent créer les produits qui sont toujours pensés d'une certaine manière. Et un de ces piliers du design démocratique, c'est sustainability, donc le développement durable. Donc, même nos produits sont pensés avec cette approche-là de développement durable. Donc, c'est voilà, on ne peut plus ancrer dans la culture de l'entreprise et on voit que ça se distille un peu partout dans notre stratégie. Tous les ans, on a notre plan stratégique de l'année et on a toujours une partie RSE qui est intégrée dans ce plan de stratégie. Donc, ça aide beaucoup. On est aussi une entreprise qui est assez engagée pour le climat. D'ailleurs, on va fêter les 10 ans cette année de l'accord de Paris et de la COP 21. IKEA, dans sa globalité, s'est attaché à faire sa part pour atteindre les objectifs cités par l'accord de Paris. Et donc, on a une feuille de route qui est vraiment poussée par la Suède avec des objectifs climatiques à horizon 2030 et 2050 qui ont été validés par SBTi. Donc, on va dire qu'on a vraiment ce mouvement global derrière lesquels on est tous regroupés et on a vraiment cette culture d'entreprise pour aller vers des objectifs RSE qui sont assez clairs. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important parce que pour pouvoir fédérer, pour pouvoir embarquer tout le monde, il faut que ça fasse sens avec l'entreprise. Il faut qu'on se retrouve dans les messages que l'on pousse, dans les objectifs que l'on cherche à atteindre. Et c'est aussi hyper important de lier les sujets de la RSE avec notre raison d'être, tout simplement pour ne pas s'éparpiller non plus, parce que quand on éparpille trop les messages, ça devient vite diffus. À titre d'exemple, on a deux grands partenariats depuis 20 ans en France. Le premier, c'est avec la Fondation pour le logement des défavorisés. Et voilà, ça faisait 20 ans l'année dernière qu'on était à leur côté. Alors pourquoi eux? Parce que notre cœur de métier, c'est la vie à la maison et donc le logement. Donc ça faisait complètement sens. Et l'ONF, qu'on accompagne depuis 20 ans en 2026, on est mécène auprès du fonds de dotation ONF. Et là, pourquoi? Là aussi, ça fait sens, c'est que la forêt, c'est notre premier fournisseur. Donc voilà, donc toujours essayer de rattacher l'engagement à l'histoire de l'entreprise, à ses racines, à ses valeurs. Génial, merci beaucoup pour ça. Chez Roche, c'est un petit peu différent puisque vous êtes une entreprise pharmaceutique, tu vas nous en parler un petit peu. Comment ça se passe? Comment vous arrivez à lier ça autour de vos En enjeux? fait, c'est pas si différent que ça. Nous, notre raison d'être, c'est la santé des gens, c'est apporter des innovations dans des maladies où il n'y a pas de traitement ou peu de traitement. L'exemple est montré par le groupe déjà, parce il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites depuis très longtemps pour aider les
par exemple, je sais pas, je pense à un programme pour aider les enfants qui ont la maladie, on travaille beaucoup sur le sida à un moment et donc on accompagnait aussi, dans le monde, en Afrique, surtout des populations qui étaient touchées par la maladie. Mais surtout dans notre conseil d'administration, on a quelqu'un que moi j'aime beaucoup, qui s'appelle André Hoffmann et qui est un des héritiers de la famille Hoffmann-La Roche, donc qui est fondatrice de notre entreprise. Il a été pendant 10 ans vice-président de WWF et il est extrêmement attentif à tout ce qui est sujets environnementaux. Et pour lui, il n'y a pas de prospérité sans durabilité. Donc c'est au cœur de toutes ces prises de parole. On le met en avant aussi quand on a des nouveaux arrivants. On leur passe toujours cette petite vidéo de notre directeur, voilà, André Hoffmann. Sinon, au sein de Roche France, il y a des exemples concrets de l'intégration dans nos enjeux, par exemple. Ça fait 3 ans que la direction et puis notre CSE ont intégré 2 critères RSE dans le calcul de l'intéressement. Il n'y a pas que la RSE, il y a beaucoup d'autres critères, mais en tout cas, nous en avons 2. L'un, c'est la journée solidaire, donc ça, je suis ravie parce que voilà, ça répond beaucoup à des envies de collaborateurs et puis à quelque chose qui m'intéresse énormément. Et le deuxième, c'est tout ce qui est intégration de la RSE avec des mesures d'impact dans nos projets avec les hôpitaux, avec les associations de patients. J'ai un exemple avec une appli qui a été créée pour des patients qui ont la CEP, qui s'appelle CEP Mes Droits. Je ne fais pas de publicité parce que enfin, voilà, c'est ouvert à tous, hein, et qui permet donc aux patients de voir quels sont tous leurs droits facilement grâce à une application. Il y a plein d'autres choses qui sont mises en place. Comme nous sommes une entreprise de santé, nous avons aussi à cœur, donc ça aussi, ça fait partie de la RSE, c'est la partie sensibilisation aux maladies pour éviter que les gens ne prennent nos traitements. En fait, c'est les sensibiliser avant qu'ils ne soient malades. Et je vous cite cet exemple parce que ça rentre dans notre journée solidaire aussi, dans la journée solidaire dont les collaborateurs peuvent bénéficier dans l'année. C'est qu'ils peuvent animer, on a une trentaine d'animateurs, dépisteurs dans l'entreprise qui ont été formés à la sensibilisation aux facteurs de risque du cancer du sein et en partenariat avec quelques associations comme la Croix-Rouge française, avec les Restos du Cœur. Nous avons fait l'année dernière 9 ateliers à l'attention de population des femmes et aussi des hommes voilà, en situation de précarité, des personnes qui ne sont pas touchées par le dépistage national. Donc, on leur parle des facteurs de risque. Voilà. Et donc, il y a d'autres exemples comme celui-ci, mais voilà, je voulais vous citer celui-là. C'est super. Et ce que je trouve, pardon, ce que je trouve intéressant dans ces 2 exemples, c'est ils sont très différents. On a 2 entreprises on a 2 entreprises très différentes, mais finalement, il y a vraiment ce fil rouge, c'est comment on écrit, enfin, c'est quoi la raison d'être? Évidemment, c'est une question qu'il faut commencer à se poser avant même de se poser toutes ces questions sur l'engagement. Et ensuite, comment on tire les fils de cette raison d'être et comment on la relie au quotidien des équipes, à plein de choses. Et je trouve ça très intéressant. Et en fait, c'est complètement valable pour toutes les entreprises. Et je vais donner un petit exemple sur nous, chez Commit, comment ça se matérialise, parce que nous, notre mission, c'est d'aider les entreprises à développer leur programme d'engagement. Et donc, c'est ça notre raison d'être. Et comment on tire ces fils-là? En interne, notre programme d'engagement, c'est un programme qui va inciter nos salariés à aller aider des associations, mais sur le long terme, parce qu'on sait que c'est ça dont les assos ont beaucoup besoin. Et le mécénat de compétences court terme, c'est évidemment une nécessité, c'est super, mais nous, on a envie d'inciter nos salariés à connaître encore mieux le secteur associatif, dont, en fait, qui est une de nos parties prenantes clés chez Commit, et d'aller les aider sur du plus long terme, etc. Et donc, on a un programme qui les incite à accompagner une association sur 6 mois, 1 an, sur des enjeux très concrets, sur une problématique très concrète qui définissent avec l'association, pour être au plus proche des besoins des associations. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on essaye de tirer le fil de la cohérence en organisant aussi des temps forts solitaires, etc. Mais voilà, je voulais partager l'exemple parce que je me dis, bon, ça peut être intéressant pour certaines personnes peut-être. Mais voilà, super, en tout cas, merci beaucoup. Je trouve que c'est ce qui permet, c'est le premier palier. Et parfois, on oublie ce palier-là et ça nécessite de réunir tout le monde autour de la table, de se poser des questions. Ça prend du temps aussi de définir tout ça, mais c'est effectivement nécessaire. On va passer à notre deuxième sujet, c'est la direction. On en a déjà un petit peu parlé parce que tu as parlé du conseil d'administration et c'est très intéressant, je trouve, comme exemple, parce qu'effectivement, c'est aussi une partie prenante importante. La direction, il faut qu'on en fasse des alliés et encore plus qu'on en fasse des acteurs, des actrices de l'engagement en interne. Il faut qu'ils soient exemplaires. Je sais que vous avez des exemples super à nous proposer sur comment vous avez fait. Du coup, qui veut commencer à nous en parler?
Vas-y. Ah oui, Allez, Agnès, c'est parti. Oui, ça c'est évident que l'engagement du COMEX et du management, c'est le premier facteur de succès d'une stratégie RSE. Au sein de Roche France, les membres du comité de direction ont une participation active à la définition de la stratégie. Ça se traduit par exemple il y a 5 ans lorsque nous avons mis en place notre stratégie. Là, il y a la nouvelle qui s'est mise en place cette année. Mais il y a 5 ans, il y a une création d'un groupe transverse RSE, donc transverse parce que des membres d'équipes différentes qui portaient chacun un engagement RSE. Donc moi, le mien, vous l'avez compris, parce que je ne peux pas de le dire, c'est encourager les collaborateurs à faire de la journée solidaire, mais aussi à être conscient de tout ce que l'entreprise fait en termes de RSE. Mais les autres membres de l'équipe, par exemple, c'est vraiment plus proche de nos métiers. C'est tout ce qui est accès, facilitation de l'accès aux essais cliniques pour le plus grand nombre de personnes. Ça peut être la réduction de l'impact environnemental de nos opérations. On avait un des critères RSE il y a 3 ans, c'était la réduction de notre impact justement en termes de voyage. C'était au moment du Covid, donc ça a été un succès énorme tout de suite. D'ailleurs, on l'a retiré des critères parce que c'était déjà atteint dès le début. Voilà, il y a aussi l'intégration. Donc, j'en parlais tout à l'heure de l'impact RSE dans tous nos projets. On appelle ça des projets de parcours. Donc, à chaque fois qu'on réfléchit à mettre en place un projet avec des hôpitaux, avec des associations de patients, avoir toujours un indice RSE qui est mesurable, dont on peut mesurer l'impact. Par exemple, quand un de nos médicaments qui est en intraveineuse à l'hôpital, on fait une forme sous-cutanée. Ça permet aux patients de le faire chez eux ou à côté de chez eux, et plus de se déplacer pour aller à l'hôpital. Donc, pour eux, c'est une qualité de vie, bien sûr. Pour les hôpitaux, c'est une charge en moins. Pour l'environnement, c'est moins de transport. Donc, c'est tout bénéfice. Mais voilà, c'est ce genre de choses qu'on voudrait mettre en place. Et puis, j'en parlerai peut-être plus tard, pour tout ce qui est DRH, il y a aussi la partie handicap et parentalité, voilà, l'impact carbone de nos produits. On est une industrie très polluante. On n'a pas d'usine en France, mais par contre, on fait très attention à tout ce qui est transport et utilisation de nos déchets, etc. Et sinon, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Nous avons un siège HQE, donc ça fait une quinzaine d'années que nous avons fait le choix d'avoir des immeubles HQE, et donc ça, c'est le COMEX aussi. On a fait le choix aussi d'avoir des fournisseurs qui sont à 95% basés sur la France. On a signé, notre président a signé il y a 3 ans une convention avec la Garde nationale pour encourager les collaborateurs à être réservistes. On avait déjà plusieurs réservistes en entreprise, donc on a mis en avant, on leur donne 8 jours à donner à la réserve en plus. Et surtout, la RSE fait partie du parcours d'intégration des nouveaux arrivants, donc ça, c'est depuis 3 ans. Donc, on leur a proposé aussi la fresque du climat. On a proposé, et à chaque mois, il y a une session d'onboarding. On appelle ça onboarding, pardon, c'est un gros mot. Et où on parle de RSE, on leur parle de la journée solidaire. Quand c'est moi qui anime avec ma collègue responsable RSE, je parle systématiquement beaucoup de la journée solidaire. Mais voilà, et sans l'implication du COMEX, eux-mêmes ont fait une fresque du climat aussi. Donc, voilà, c'est impossible de pouvoir mettre en place une stratégie et puis de la mettre en action comme cela. Et la majorité de nos managers encouragent aussi leurs collaborateurs. Moi, je parle beaucoup de la journée solidaire parce que c'est mon sujet. Et on a un vrai soutien de nos managers pour encourager leurs collaborateurs. Il n'y a pas de non quand ils proposent, quand ils demandent à faire une journée solidaire. Super. Je m'arrête là, ça fait très mal. Oui, et il y a juste un truc que tu n'as pas dit et je trouve intéressant, c'est que, parce que là, quand on t'entend, c'est waouh, c'est une marche énorme, beaucoup de choses chez Roche. Mais en fait, ce que tu n'as pas dit, c'est que c'est du travail pour en arriver C'est là. beaucoup de travail. Ouais. Et que moi, ce qui m'a frappé quand on en a discuté, c'est que ce qui a marché, ce qui a fait que vous en êtes arrivé là, c'est qu'il y avait quand même des personnes convaincues qui Extrêmement n'ont rien lâché. qui n'ont rien lâché dans plusieurs domaines. Et puis aussi l'intégration à l'entreprise de nouvelles personnes qui étaient aussi très motivées. Mais c'est vrai que ça fait plus de 10 ans maintenant qu'on a mis en place beaucoup de choses. Les stratégies RSE, elles ne datent pas d'il y a quelques années, ça date de plus de 10 ans. Mais l'exemple de la journée solidaire que je donne tout le temps, nous avons mis, je crois, 2 ans avant de convaincre notre COMEX de pouvoir la mettre en place. On a fait des tests avec ma collègue responsable RSE. On a testé toutes les deux des missions. On a mis en place une journée entière. Donc là, c'était extrêmement lourd à organiser. On a copié sur un modèle existant.
L'Oréal, pour ne pas les citer. Et on a fait, voilà, on a offert cette journée et on a eu un succès fou. En fait, on a plus de 50% des collaborateurs qui ont profité de cette journée et certains ont même continué avec les associations pour lesquelles vous avez fait la journée et continué à faire des actions. C'est exactement notre objectif. Mmh. Mais c'est super parce que en fait, c'est plein de choses qui s'imbriquent et plein de choses qui s'additionnent et ça crée un ensemble cohérent, qui fait qu'en fait l'engagement va un peu être partout, tu en as parlé et vraiment c'est la somme de plein d'efforts Mmh. et c'est ce que je voulais dire, c'est, il y a souvent cette question: «Mais c'est quoi les arguments pour le COMEX, pour les convaincre et tout?» En fait, c'est du plaidoyer et c'est long Ouais. et c'est fastidieux, mais ça prend et ça finit Ouais. par prendre et parfois c'est plus facile dans certaines entreprises, plus facile que pour d'autres parce qu'on a des membres du COMEX qui sont très impliqués déjà de base et c'est sûr que ça aide. Mais voilà, en tout cas, c'était juste pour dire de garder espoir et de continuer parce que ça finit par payer, Ouais. même si ça prend du temps. Exactement. Donc, merci beaucoup pour tout ça. Et de ton côté, Florence, chez IKEA, comment ça fonctionne, cette implication de la direction et des directions, tu vas nous en parler, pour en faire un peu des promoteurs, des acteurs de l'engagement. Oui, alors, c'est vrai que nous, on a aussi un mode de fonctionnement un petit peu différent. Donc ça fait, beaucoup d'années que IKEA est une marque engagée dans la RSE et on s'est rendu compte, il y a de cela, on va dire 5 ans, qu'il y avait besoin de passer un cap, supplémentaire pour aller encore plus loin. À partir de ce moment-là, il a été, clairement décidé que nos CEO, nos Chief Executive Officer, donc DG, allaient aussi être chacun, avoir un rôle de CFO, CSO, Chief Sustainability Officer. Donc comme ça, il y a des rôles et responsabilités qui sont clairement définis et au plus haut niveau. Donc notre DG, Johan Laurel, pour la France, est aussi responsable des engagements de développement durable pour la France. Et bon, forcément, quand c'est écrit sur le papier, ça aide à motiver un peu les troupes. On a aussi eu les équipes en Suède qui ont formé ces différents directeurs, DG de chaque pays, parce que c'est bien de leur donner des responsabilités, mais c'est important de leur donner aussi les moyens de bien réussir leur mission, et donc ça passe par la formation. Donc ils ont eu plusieurs jours de formation en distanciel assez poussés sur les enjeux sociétaux, climatiques, pour qu'ils puissent savoir de quoi ils parlent, et qu'ils puissent bien, s'approprier tous ces sujets-là. Et puis on s'est dit: «Bah, c'est super, on a une belle organisation au niveau du pays, mais c'est important de la décliner au niveau de chacune de nos unités». Je ne l'ai pas précisé au début, mais en France, IKEA, c'est environ 10 000 collaborateurs et une quarantaine d'unités, réparties sur le territoire, métropolitain. Qui sont les magasins, du coup, Qui principalement? sont magasins, on a aussi quelques dépôts et puis des bureaux, donc le siège, et puis ce qu'on appelle RCMP, donc en gros le service, téléphonique, voilà, OK. le service client. Hem Et donc c'est vraiment hyper important de décliner ces responsabilités-là aussi au niveau local. Il faut savoir qu'au niveau local, on n'a pas de poste, de collaborateurs spécialement dédiés au développement durable et à la RSE. Donc c'était hyper important de se dire, ben, pour les sujets RSE, le responsable au niveau de l'unité, c'est le directeur, la directrice de magasin de l'unité, voilà. Et c'est bien de mettre des rôles et responsabilités, c'est hyper important, mais comme beaucoup d'entreprises, on est hyper familier à tout ce qui va être objectif, KPI à suivre et tout ça. Et donc, ce qu'on a créé, c'est des objectifs à atteindre, et avec aussi des KPI à suivre de manière régulière. Euh, alors, on va bien comprendre ce sujet-là des objectifs en termes d'empreinte climatique, hein, c'est facile à comprendre. On a 7 objectifs de climat, notre empreinte carbone de notre unité, c'est ça. À horizon 2030, on doit atteindre ça, c'est facile. Mais on l'a aussi décliné sur l'aspect engagement communautaire, engagement sociétal, où il y a 2 critères que l'on suit en interne. Le premier, c'est le critère de nombre de collaborateurs engagés, parce qu'on veut que ce soit, qu'il y ait de plus en plus de collaborateurs qui soient engagés. Aussi le client, parce que c'est très important pour nous de ne pas faire les choses dans notre coin, mais d'inciter le plus grand nombre à venir donner un coup de pouce et s'engager en faveur de la communauté locale. Et aussi les personnes impactées, parce que c'est bien gentil de faire un truc hyper gros, mais si c'est pour avoir un petit impact, ça n'a pas de sens. Et donc, on veut aussi mesurer l'impact assez fort.
Sachant qu'on a plusieurs niveaux d'impact comme ça qui sont calculés et que, je vais dire un exemple, voilà, dans beaucoup de nos unités, on a des opérations de restaurants, enfin voilà, nos restaurants qui ouvrent pour les Restos du Cœur et donc avec des bénéficiaires qui viennent manger, passer, en général, c'est au moment des fêtes, un bon moment dans les restaurants IKEA. C'est super, c'est quelque chose qu'on veut vraiment pousser et ça a vraiment du sens, ça crée du lien, mais on ne va pas changer la vie fondamentalement parlant, de ces personnes-là. Et donc, ça va avoir un impact, mais un impact qui sera moins important que si jamais on va meubler des appartements en vue de personnes qui souffrent de mal logement, par exemple, où là, on a un impact beaucoup plus sur le long terme. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Un arc clair avec une prise de conscience du COMEX qu'il faut agir et des objectifs avec des lettres d'engagement aussi, enfin, voilà, comme des objectifs commerciaux en fait, mais qui sont plutôt orientés RSE cette fois. Je trouve ça vraiment intéressant cet exemple parce que quand on a 40 unités, ça, c'est sûr que se dire qu'on nomme 40 responsables sustainability RSE à plein temps, mi-temps, peu importe, c'est pas forcément possible, surtout qu'en fait, c'est des personnes qui vont être dans l'opérationnel, sur le terrain, etc. Et avoir nommé ces directeurs d'unités responsables de la sustainability, je trouve que c'est un modèle qui pourrait, enfin, qui est intéressant à répliquer. Bon, il faut un engagement fort de la grande direction pour mettre ça en place, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est vraiment un modèle intéressant. Donc, merci de l'avoir partagé. Et on va passer sur le dernier jalon. On a parlé de l'histoire, du récit, de la direction. Et si on redescend encore un petit peu d'un cran et qu'on se dit, OK, maintenant que ça, c'est imbriqué, c'est bien, comment on mobilise l'ensemble des salariés, l'ensemble des pôles via peut-être des programmes d'ambassadeurs, comment on implique les RH aussi, on en avait un petit peu parlé parce que je sais que c'est souvent un sujet qui revient. Voilà, donc, est-ce que vous pouvez nous partager vos dernières bonnes pratiques, exemples? Qu'est-ce que vous avez testé sur ces sujets? Qu'est-ce qui a marché sur comment on implique du coup l'ensemble des pôles et des managers? J'ai oublié ce mot, qui était quand même, voilà, et c'est aussi les managers intermédiaires, les fameux managers intermédiaires. Donc, comment on les implique? Voilà, du coup, je te laisse commencer, Agnès. Donc, on a vu déjà tout ce qui est comité de direction, c'est évident que l'impulsion est très importante, l'impulsion du groupe aussi. Depuis 5 ans, on a une équipe transdirection dont je vous parlais, l'équipe transverse, avec chacun des objectifs RSE, chaque personne a ses objectifs, et c'est elle qui est garante de faire avancer les sujets définis dans la stratégie. Donc, ça, voilà, ce sont des gens qui sont motivés, qui sont dans plusieurs directions, qui sont l'environnement, par exemple. On a notre responsable sécurité, hygiène et environnement. Voilà. Nous avons une personne aussi qui est pharmacien et qui est plus en charge de tout ce qui est produits, etc. On a moi, avec la journée solidaire. Et puis, on a ce réseau de relais RSE. On est une trentaine. Voilà, un à plusieurs relais par direction. Les plus petites directions, c'est un seul. On ne pourrait pas fonctionner sans eux, en fait. Hein. C'est évident parce que c'est eux notre porte d'entrée pour chaque direction. Alors, on a choisi, on demande aux personnes d'être volontaires et souvent, régulièrement, on leur demande s'ils veulent continuer, qu'ils nous indiquent quelqu'un pour les remplacer s'ils veulent s'arrêter. Mais à chaque fois, ce sont des gens qui sont extrêmement motivés, qui dans leur vie professionnelle, personnelle, ont des intérêts environnementaux, les associations. Enfin, voilà, ce sont eux qui nous aident à communiquer autour de nos sujets. Le rapport RSE, par exemple, une fois par an, on fait des quiz, ils se prêtent à ça très bien. L'important, c'est de parler de RSE régulièrement dans les directions, dans les réunions, etc. Et puis, la journée solidaire, c'est vraiment, sans eux, je pense qu'on n'aurait pas le score qu'on peut avoir voilà, depuis 5 ans. Et donc, il y a effectivement l'effet intéressement qui peut jouer un rôle, mais avant cela, on avait déjà un bon score d'engagement des collaborateurs autour de cette journée solidaire. Tu parlais de la RSE tout à l'heure, de la RH. Une personne de la RH est en charge d'un sujet de la stratégie qui est donc le handicap.
et la parentalité. Donc, elle va travailler là-dessus pendant 4 ans. Et puis, on a aussi, j'y ai pensé ensuite, c'est le rôle du CSE aussi qu'on doit embarquer parce que régulièrement, à chaque fois qu'on a une stratégie, on leur présente. On présente le bilan également régulièrement et on tient compte de leurs remarques aussi parce que c'est la voix de l'entreprise. Donc, ça, c'est très important. Et voilà. Et sinon, on a aussi l'occasion de mobiliser les collaborateurs sur plusieurs sujets. La stratégie, par exemple, ça va mobiliser les membres de l'équipe transverse, des relais RSE, mais aussi des personnes qu'on a choisies dans l'entreprise parce qu'on sait qu'ils vont pouvoir nous orienter sur les sujets. La stratégie, elle est aussi faite avec des parties prenantes externes, et donc on a besoin des parties prenantes internes pour interroger les externes, hein. Et puis le rapport RSE, chaque année, ça mobilise une cinquantaine de personnes. Donc en fait, le plus possible, mobiliser les collaborateurs autour des sujets RSE. Et voilà. C'est super. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Florence, pour Ikea, tu veux nous en parler? Oui, alors, nous, alors comme je l'ai dit, les directeurs sont hyper impliqués parce que voilà, on leur donne des objectifs, ils sont responsables, mais malheureusement, ils ne peuvent pas tout faire non plus, hein. Être directeur d'une unité chez Ikea, c'est beaucoup de travail. Et donc, on a décidé de mettre en place des ambassadeurs RSE dans chacune de nos unités. Alors, on a commencé il y a 5 ans en disant on va mettre un ambassadeur. On avait vu avec les RH qu'ils avaient la possibilité d'avoir 4 heures par mois dédiées au sujet de la RSE. Donc, c'est un beau score, on est très contents. Mais malheureusement, avoir qu'un seul interlocuteur par site, on s'est rendu compte assez vite que ce n'était pas suffisant parce que quand il était en congé, il n'y avait plus personne. S'il était malade, il n'y avait plus personne. S'il décidait de changer de poste, quitter l'entreprise ou d'unité, il n'y avait plus personne. Donc, la deuxième année, on s'est dit, ben, en fait, on va en demander 2, comme ça, il y aura un suppléant. Et puis maintenant, on va plus loin puisqu'on demande à ce qu'il y ait 2 ambassadeurs et qu'ils soient accompagnés de ce qu'on appelle, alors je suis désolée pour l'anglicisme aussi, une green team. Et on demande à ce que cette équipe-là soit des personnes qui viennent de divers horizons au sein de l'unité, de diverses directions. Et idéalement, on pousse très fort, et fort heureusement, c'est souvent le cas, pour qu'il y ait un membre du COMEX qui soit dans cette green team et qui puisse venir appuyer les demandes et les faire vivre aussi. Voilà. Donc, vraiment qu'il y ait un dialogue très fin entre les ambassadeurs et le COMEX de chacune des unités. Et c'est vraiment ce mode de fonctionnement-là, avec du recul, qui marche le mieux. On voit que les unités qui performent le mieux sont les unités où justement il y a cette green team qui est bien implémentée. Et c'est vrai que alors le middle management, j'ai oublié de le dire aussi, mais je rebondis sur ce qui est fait chez Roche, c'est qu'on a aussi des formations en interne, dont une formation obligatoire sur le développement durable chez IKEA. Et ça aide justement à embarquer parce que la formation, c'est vraiment le nerf de la guerre sur comment continuer à être impliqué sur les sujets de RSE alors qu'on va avoir tous la tête dans le guidon à un moment ou à un autre et qu'on va avoir des préoccupations du quotidien qui risquent de reprendre un petit peu le dessus. Et donc, c'est vraiment hyper important. Et on s'est rendu compte que ce côté essoufflement, mais peut-être pris plus par le rythme du quotidien qui va venir caviarder les sujets RSE, touchait aussi nos COMEX dans nos unités. Et donc, pour lutter contre ça, il y a un an, en octobre 2024, on a réalisé une grande fresque du climat où on a frisqué tous nos 90 leaders. Donc tout le management de nos unités lors du lancement de l'année. Et on a vu que ça a permis de redonner un coup de boost, de remotiver les troupes, de réexpliquer pourquoi il faut continuer à être engagé, pourquoi il faut continuer à avancer. Et surtout, ce qui est intéressant dans la fresque, c'est aussi la deuxième partie, pour ceux qui la connaissent bien, enfin la troisième, où on aborde les solutions, parce qu'on se rend compte que on a chacun sa part à faire et qu'on peut agir aussi bien sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Et donc, c'est vraiment hyper important. C'est vraiment essentiel pour nous. On se rend compte au côté sustainability qu'il faut continuer à rappeler régulièrement, donner du sens, pourquoi on fait ça, pourquoi on est engagé et expliquer quel est l'impact concret dans notre quotidien.
Donc, on a ça. On a autre chose qui fonctionne aussi hyper bien pour engager le middle management, c'est de titiller un peu leur esprit de compétition. Parce que bah, voilà, très souvent, ce sont des gens qui ont un petit ego, qui aiment bien être un peu les meilleurs. Et donc, on va essayer d'identifier et de valoriser toutes les bonnes pratiques qui peuvent être mises en place dans les unités. Alors, ça va être les valoriser aussi bien au niveau France, lors des réunions ambassadeurs ou à plus haut niveau, mais aussi au niveau du monde. Voilà. Ça m'est arrivé, par exemple, d'avoir deux bonnes pratiques qui ont été diffusées au niveau IKEA Monde. Euh, une qui vient d'un magasin de plaisir où à la base, c'est juste un collaborateur qui nous a demandé de changer de moteur de recherche. Voilà, pour un moteur de recherche qui soit un peu plus respectueux, je ne vais pas dire de marque, mais qui a une action un peu meilleure pour l'environnement. On s'est dit que bah oui, c'était une super idée, pourquoi on ne faisait pas ça, mais qu'il fallait l'accord de Global, de la Suède. Et comme ça, c'est monté. Et en fait, maintenant, c'est notre moteur de recherche par défaut dans le monde. Donc, n'importe quel petit collaborateur, entre guillemets, Je pense que tu peux dire les noms comme ça va peut-être inspirer les gens à changer de nom. Ah, il n'y en a pas beaucoup des moteurs de Il y a recherche. Ecosia, Lilo, voilà, il y en a quelques-uns. N'hésitez pas à changer de moteur de recherche, c'est une super bonne C'est une petite pratique comme ça et ça motive. Et un autre magasin alors dans notre feuille de route assez ambitieuse pour 2030, on a un objectif qui est d'atteindre le 100% de taux de tri, donc plus rien dans le DIB. Il y a un magasin qui a pris l'initiative de dire bah chiche, on y va, parce que on va pas se dire oh là là c'est compliqué, c'est pas compliqué, et puis on n'avance pas. Et donc ils ont contacté l'association Zéro Déchet en local pour pouvoir implémenter une feuille de route pour atteindre cet objectif-là. Et donc bah, pareil, c'est quelque chose qui a été remonté au niveau de la Suède et diffusé partout. Donc, je pense que c'est aussi une belle façon de motiver les troupes, c'est de valoriser à chaque fois les bonnes idées, les bonnes implémentations. La difficulté étant de les identifier, mais pour ça, il faut échanger, aller sur le terrain, discuter, pour pouvoir identifier toutes ces belles choses qu'on fait au quotidien. C'est génial. Merci. Avant de vous poser la dernière question à laquelle tu as déjà un petit peu répondu, Florence, mais je n'en dirai pas plus, je vais faire quelques questions qui ont été posées par notre audience, notamment sur la journée solidaire chez Roche. Comment ça se passe concrètement cette journée? Est-ce que c'est une journée pour l'ensemble des collaborateurs et c'est la même pour tout le monde? Est-ce que voilà, et qu'est-ce qu'on peut faire pendant cette journée? Voilà, donc il y a cette première question. Et si tu veux enchaîner sur la deuxième, qui est comment vous mesurez l'impact de cette journée? J'adore. Donc le nombre de salariés engagés, l'impact peut-être sociétal, etc. Comment ça se passe voilà, pour mesurer cet impact? C'est deux questions en une. J'adore. Donc, la première question sur la journée de solidarité, on avait fait un premier test en 2017. On était passé par une société qui nous avait accompagnés pendant, ça avait duré 6 mois, la mise en place de cette journée. Elle n'était pas obligatoire. D'ailleurs, la journée solidaire n'est pas obligatoire. C'est une possibilité que Roche nous offre. En 2017, on a offert la même journée à tout le monde, tous ceux qui voulaient. Ceux qui ne voulaient pas participer, eh bien, ils travaillaient une journée classique. Et on avait eu plus de 50% des collaborateurs qui avaient participé. On avait aidé 33 assos. On avait été super fiers voilà, de cette journée. C'était un travail énorme. Et depuis 2021, eh bien, nous avons la chance de passer par vendredi et puis maintenant le 8 pour mettre en place une journée. Et c'est quand même, pour moi qui travaille beaucoup sur le sujet, je suis absolument dit honneur. Donc, qui suis en charge de ce projet, c'est quand même très, très aidant parce que ça facilite la recherche des missions. Donc, cette journée, elle est à prendre dans l'année. Elle est à prendre sur une journée entière, par exemple. Ça peut être une journée entière, ça peut être 2 demi-journées. Via la plateforme donc, Vendredi et Commit, on a la possibilité, donc au début c'était les heures, maintenant c'est demi-journée, c'est plus facile pour nous. Et puis, au bout de 5 ans quand même maintenant de partenariat avec des associations, soit on les trouve en contactant directement les associations, mais pour l'inscription, on passe systématiquement par la plateforme parce que ça nous permet de générer des conventions d'engagement qui sont importantes pour nous en termes d'assurance, en termes voilà, d'accord entre l'entreprise, l'association et puis le collaborateur. Et ça nous permet du coup alors, ça, c'est pas l'impact, c'est d'abord de pouvoir mesurer le nombre de personnes qui font
les missions. Justement, je vous parlais d'intéressement tout à l'heure. On avait donc cette année, par exemple, il faut que 50% des collaborateurs aient fait au moins une demi-journée solidaire. Et en tout, il faut qu'on ait atteint l'objectif de 215 jours de solidarité. Les années précédentes, on dépassait systématiquement cet objectif, mais comme on l'a fixé il y a 3 ans, on n'est pas revenu pour augmenter les taux. Mais c'est fréquent qu'on dépasse les 60% d'engagement. Et puis, mais même avant qu'il y ait l'intéressement dans l'histoire. Vous parliez de. Donc, c'est facile de mesurer. À la fin de l'année, on sait combien de collaborateurs ont fait des missions. Il n'y a pas de pression pour obliger les collaborateurs à en faire. C'est vrai que c'est tentant, mais voilà, on leur met à disposition cet outil. Et voilà. Et ensuite, on peut donc mesurer l'impact grâce à la plateforme Commit. Cette année, on va pouvoir mesurer l'impact et c'est quelque chose sur lequel on est très, très intéressé. Comme je vous parlais des projets sur lesquels on mesurait l'impact de l'action, enfin, du sujet RSE au sein de chaque projet. Là, ça nous importe de savoir que tel travail de collaborateurs dans tel asso, ça a permis d'aider tant de bénéficiaires. C'est quelque chose qui est très important pour nous. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à toutes les Je questions? crois que tu as tout à fait, Très bien. répondu aux questions. Et j'en profite pour soulever deux questions qui étaient plus pour toi, Florence, comme ça, voilà, avant de conclure sur notre question bonus de fin. D'ailleurs, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, là, je les prends, je les lis, voilà, donc n'hésitez pas. Pour toi, Florence, c'est par rapport, tu as évoqué plusieurs fois la feuille de route Sustainability d'IKEA. C'est comment elle est formalisée, voilà, par qui, comment, si tu as des précisions là-dessus. Et une deuxième, si tu as envie de répondre, c'est il est possible, et peut-être que tu as des billes aussi, Agnès, ça pourrait être intéressant. Parfois, quand on a une RSE, une image RSE qui peut être controversée, comment est-ce qu'on gère ça en interne et avec ses parties prenantes aussi, avec les clients, etc. Est-ce que tu as des billes, est-ce que tu as envie de répondre sur certaines billes là-dessus? La question a été posée par Christine. Voilà. Donc, sur la feuille de route et sur cette image RSE controversée, comment on gère ce sujet? Ça marche. Alors, en premier lieu, sur la feuille de route, donc c'est assez simple. Alors, pour le climat, on a les mêmes engagements que n'importe quelle entreprise voilà, qui a vu sa feuille de route validée par SBTi. Elle est décidée donc au niveau de la Suède. Et au niveau du groupe, on doit réduire de moitié nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et on doit atteindre le net zéro plus tard en 2050. Donc, après, la Suède nous dit, bah voilà, c'est cette direction-là et maintenant, il faut vraiment que vous y arrivez. Il n'y a pas de négociation possible puisque voilà, on est des franchisés, donc on doit suivre ce que notre grand chef dit. Et donc, on doit le traduire en local. On a plusieurs façons d'y parvenir. Par exemple, on va sortir complètement des énergies fossiles pour tout ce qui est nos systèmes de chauffage d'ici 2030, plutôt 2029 même. On change tous nos groupes froids alimentaires aussi. Enfin voilà. Donc à chaque fois, on décline toutes les actions. Donc, quelle forme a notre feuille de route de fichier Excel assez complexe en général, pas très beau. Et on a la chance par contre d'avoir un super outil en interne qui nous permet de suivre tous nos indicateurs liés à la RSE, que ce soit climat, engagement sociétal et tout ça, au mois par mois, unité par unité. Et très souvent, on peut remonter jusqu'à 2016. Voilà, sur plein d'aspects, la consommation d'énergie, la consommation en eau, les déplacements des clients, enfin voilà. Donc, on a vraiment un super outil en interne qui a été créé par le. Donc, j'espère que je réponds à cette première question de la feuille de route. Et puis, en ce qui concerne les aspects un peu plus challengeants, et c'est hyper intéressant parce que forcément, quand on a des collaborateurs engagés, qu'on les forme, qu'on leur explique les enjeux de la RSE, du climat, de la protection de la biodiversité, forcément, ils vont venir interroger aussi certaines pratiques. C'est quelque chose qui pousse le groupe aussi à toujours s'améliorer. Alors, il faut savoir que de base, plus de 90%, la quasi-totalité du bois que IKEA utilise dans ses produits est certifié FSC. Donc, c'est un label qui n'est pas parfait, mais pour le moment, c'est ce qu'on considère comme étant le meilleur label sur le marché. Donc, le jour où il y aura un label qui sera meilleur, on sera hyper content de venir se ranger derrière. On a aussi un code de conduite en interne qu'on appelle Highway, auquel tous les fournisseurs doivent se plier. C'est-à-dire qu'aucun fournisseur ne peut dire bah non, moi, votre Highway, j'en veux pas. Pourquoi? Parce qu'il permet de sécuriser qu'on ne fasse pas travailler les enfants, qu'il n'y ait pas de pollution de l'environnement, qu'il n'y ait pas. Voilà, parce que c'est un risque hyper important
déjà, ça va pas du tout, c'est pas aligné avec nos valeurs, c'est pas aligné avec notre raison d'être, c'est un risque hyper important pour l'image de marque, donc on n'a aucun intérêt à aller dans ces directions-là. Et puis, on a aussi des forêts dont le groupe Inca, cette fois, est propriétaire et qui sont gérées de manière responsable, puisque ça va même plus loin que le FSC pour le coup. Donc, voilà. Toutes les forêts sont aussi auditées, aussi bien en interne qu'en externe. Donc voilà, c'est quelque chose qui est suivi à la trace. Et comme en effet, même les collaborateurs IKEA ont vu le documentaire dont il est fait mention dans le chat, ça a poussé le groupe à venir inviter des collaborateurs IKEA à aller sur place, à visiter des forêts, à voir comment c'est fait. Et je pense que c'est la meilleure façon de procéder. En fait, il faut toujours qu'il y ait un dialogue. Parce que c'est comme ça qu'on arrive à faire grandir une entreprise, à challenger une entreprise et à continuer à motiver les collaborateurs. Donc, du dialogue, de la transparence, c'est vraiment essentiel quand on peut être soumis au feu des critiques. Super, merci. Je sais pas si toi, Agnès, tu avais quelque chose à rajouter. Je sais pas si c'est dans un groupe pharmaceutique. Oui, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'usine en France, mais on est bien conscient que l'utilisation des médicaments, c'est très polluant. On retrouve des résidus dans les eaux usées. Donc, il y a beaucoup de travaux qui sont faits. En France, même si on n'a pas d'usine en France, on en a en Europe. Nous, on travaille beaucoup avec le LEM. Et le sujet de la pollution, par exemple, des eaux usées, c'est quelque chose qui est pris en charge, qui est pris vraiment au sérieux et donc sur lequel il y a des groupes de travail depuis plusieurs années. Le LEM, c'est le groupement des laboratoires voilà, en France, c'est le syndicat de l'industrie pharmaceutique. Voilà. Après, on a aussi à cœur, alors comme on ne peut pas avoir d'impact sur les usines, alors, il y a des travaux qui sont faits, on dit qu'on ne compense pas chez Roche. C'est-à-dire qu'on ne va pas, par exemple, on sait qu'on pollue, on va essayer de diminuer cette pollution sur les usines. Même, voilà, je n'ai pas tellement plus d'informations parce que en France, ce n'est pas le sujet sur lequel je travaille. Mais par contre, on va aussi, sur plein d'autres sujets, essayer de réduire notre impact sur l'environnement et notre immeuble, par exemple. C'est tout à fait un bon exemple parce que ça fait 15 ans alors, c'est pas le même immeuble qu'on a déménagé il y a 5 ans, et à chaque fois, on a des immeubles HQE, qualité environnementale. Actuellement, on a un immeuble qui est un petit peu plus petit que le précédent, et puis on est les seuls locataires. Donc, on peut faire un peu tout ce qu'on veut. Par exemple, eh bien, pendant les vacances, les périodes de vacances où il y a très peu de collaborateurs au siège, tous les vendredis où on est beaucoup en télétravail, eh bien, l'immeuble n'est ouvert que sur 2 étages. Donc, tout le reste n'est pas chauffé, pas de clim, etc. On fait évidemment le tri des déchets. Moi, je suis un peu obtuse. Moi, j'ai besoin d'une photo sur les poubelles pour savoir où je dois jeter les choses. Enfin, tout est fait pour ça. Donc, je vous disais qu'on avait nos fournisseurs qui étaient quasiment exclusivement français. Ils ont aussi une charte comme pour Ikea, où en fait, on les choisit. Un des arguments pour lesquels on va choisir un fournisseur pendant un appel d'offres, c'est ce qu'il met en avant sur la RSE. Voilà. Je pourrais vous raconter plein de choses, mais peut-être qu'on va s'arrêter. Merci. Merci, Agnès. Comme on approche de la fin, je vais vous poser cette fameuse question bonus, qui est qu'en fait, on crée un élan au moment où on lance un programme d'engagement, enfin, on peut lancer plein de choses, mais au moment où il y a le lancement, où on fait des événements, et cetera, ça crée une diffusion, ça marche bien et en fait, les années passent et on a tendance à avoir de l'essoufflement de la part des salariés, de la part des managers, même de la part de la direction, puisque c'est plus nouveau et qu'il y a ce truc un peu avec la nouveauté qui est excitant et après, au fur et à mesure, ça se dissout un peu. Comment on lutte contre cet essoufflement? Je trouve ça très intéressant parce que, en fait, tout ce dont on parle et c'est vraiment vrai dans l'engagement, c'est on teste, il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui marchent pas et je trouve ça intéressant de se dire: «OK et du coup, comment vous avez réussi à un peu lutter contre l'essoufflement?» Comment vous réussissez, en tout cas, vous testez de combattre cet essoufflement année après année? Allez, Florent, je me tourne vers toi. Est-ce que tu veux commencer tu nous as déjà parlé des fresques du climat, mais est-ce qu'il y a d'autres exemples sur comment vous combattez cet essoufflement, garder la flamme, Oui. vive? Alors, la formation, je vais un peu me répéter, mais c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Tous les ans, j'anime des formations en interne qu'on appelle des deep dives, encore un anglicisme. Donc, c'est vraiment pour aller vraiment en profondeur sur un sujet en particulier. Et l'idée, c'est de pouvoir creuser
un point un sujet qui nous intéresse. Donc, je l'ai fait sur l'eau, l'empreinte carbone, la circularité. Enfin, voilà, il y a toujours ce genre de choses qui animent un peu et qui permet de remettre sur le devant de la scène la partie RSE. On a aussi la chance quand même avec la RSE d'être dans un sujet qui défraie très souvent la chronique. On en parle beaucoup dans les actualités et donc c'est assez facile de montrer que bah non, c'est toujours quelque chose qui doit nous préoccuper, qui doit nous suivre dans notre quotidien. Donc, vraiment, on peut vraiment s'appuyer sur l'actualité, qu'elle soit positive ou moins joyeuse, pour rappeler que c'est essentiel d'être engagé, de continuer, que jamais rien n'est acquis. Et puis, donner la parole aux collaborateurs, c'est vraiment hyper important. Pas que l'information soit uniquement descendante, mais on a aussi beaucoup à apprendre des équipes du terrain. Il y a aussi tous les bons exemples qui peuvent nous apporter. Comme j'ai dit aussi un peu avant à la question, la transparence, le dialogue, c'est hyper important. Donc, ce dialogue continu qu'on va avoir, ça va permettre de continuer à maintenir le sujet à flot. Voilà. Et c'est vrai que chez IKEA, on a aussi une autre valeur qui est hyper importante, qui est lead by example, donc mener par l'exemple. Et Ingvar Kamprad, donc le fondateur, les deux lettres I et K de IKEA, disait que rien n'est efficace, mais rien n'est plus efficace qu'un bon exemple. Et donc voilà, c'est quelque chose aussi qui nous motive à remettre, à réexpliquer, à célébrer, faire vivre tous ces sujets RSE. Merci beaucoup. Comment on combat l'essoufflement chez Chez Roche? Roche. Alors déjà, on a nos stratégies, elles sont sur 4 ans. Donc tous les 4 ans, on travaille dessus. Le fait de travailler sur une stratégie, ça mobilise forcément nos parties prenantes internes. Ça mobilise aussi les parties prenantes externes. On a interviewé, par exemple, j'ai interviewé des associations pour avoir donc leur retour sur notre stratégie, sur ce qu'on voulait mettre en avant. Et puis du coup, après cette stratégie, on communique évidemment sur elle. J'ai noté aussi, pareil, chez Roche, l'importance de célébrer aussi quand on a un trophée, par exemple, etc., toutes les bonnes pratiques. Régulièrement, éviter l'essoufflement. On parlait de la fresque du climat qui était vraiment, c'est depuis 2020 qu'on l'avait mise en place chez Roche pendant le Covid. Comme on était à distance, on a mis en place une session à distance. En fait, la fresque du climat a formé des collaborateurs de l'entreprise. On était une dizaine, une vingtaine. Et on animait à notre tour, parce que j'en faisais partie, des groupes. Donc, on animait la fresque du climat auprès de nos collègues. Ensuite, on a arrêté de le faire auprès des collaborateurs de Roche parce que je pense qu'on avait fait bien le tour. Et après, on animait les sessions pour des nouveaux arrivants. Et on a noté un essoufflement, alors pas les nouveaux arrivants, mais les gens qui animaient la fresque. Au bout d'un moment, ça demandait quand même une préparation parce que c'était un sujet qu'on ne maîtrisait pas. Pas vraiment, on n'est pas des experts. Moi, j'ai fait des études d'anglais, pas du tout, pas du tout scientifique. Et donc, voilà, c'est important d'avoir en tête cet essoufflement. De la même manière, pour l'équipe des relais RSE, c'est toujours des gens qui sont extrêmement motivés. Et on veut qu'ils continuent à être motivés. Il faut avoir en tête que la charge de travail, elle n'est pas, voilà, elle est la même pour tout le monde, elle est assez élevée. Donc, il faut aussi préserver les collaborateurs. On ne demande pas à nos relais d'être 100%, enfin, ce n'est pas une journée de travail par semaine, hein. C'est 2 réunions par an, des petits points réguliers avec moi, le fait d'organiser pour leurs équipes, d'être là pour répondre à leurs questions. C'est aussi, voilà, dans les deux sens, remonter les problématiques. Tu parlais, Florence, du terrain. Nous aussi, on a des personnes qui sont sur le terrain, qui ont des véhicules d'entreprise. On a mis en place une politique du tout électrique. C'est compliqué aussi à mettre en œuvre pour certaines personnes qui habitent dans des endroits où il n'y a pas forcément de bornes de recharge, etc. Donc, il faut vraiment être à l'écoute des gens sur lesquels on s'appuie pour parler de la RSE, pour qu'il n'y ait pas cet essoufflement, on n'entend pas partir encore tel sujet, etc. Voilà. Et le fait d'avoir la plateforme Commit, moi je reviens encore sur le sujet de la journée solidaire, c'est quand même très très utile pour nous. L'année prochaine, on va vraiment s'appuyer sur tout ce qui est impact des actions pour encourager les collaborateurs, parce que ça, c'est important pour nous de savoir que derrière une demi-journée en équipe, à faire des sacs pour des étudiants en situation de précarité, on a aidé tant de personnes derrière.
et ça, c'est extrêmement valorisant. Et donc, d'avoir cette carotte, nous aussi, on fait des challenges inter ainsi, ça marche vachement bien, ça. Super. Super, merci beaucoup pour toutes ces bonnes pratiques. On approche de la fin. Je crois qu'on a à peu près répondu à toutes les questions. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire si on a bien répondu à tout, mais j'ai l'impression que c'est pas mal. Pour clôturer cet échange, merci Willy. Willy vous a remis les liens vers les événements qui ont lieu demain. Donc, n'hésitez pas à participer, à vous inscrire. On sera ravis de vous retrouver en distanciel ou en présentiel pour clôturer cette Commit Week. Et en fait, pour conclure, moi, il y a une question que j'aimerais vous poser, c'est en fait toute cette Commit Week, et j'espère que ce webinaire aura permis de toucher du doigt les réponses, c'est pour se poser cette question, c'est quoi être une entreprise engagée en 2026? Qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place pour répondre à cette question, pour se dire mais c'est quoi l'engagement qu'on veut voir en 2026, un engagement qui est utile, qui mesure de l'impact, qui mobilise les parties prenantes, etc. Et du coup, on a ce petit sondage collaboratif, donc vous pouvez scanner le QR code pour y participer. On prendra toute cette matière pour ensuite la compiler et en faire quelque chose à la fin de la Commit Week. Et voilà, c'était comme ça que je souhaitais clôturer cet échange. En tout cas, il y a eu plein de merci dans le chat, et moi aussi, je tiens à vous dire merci à toutes les deux pour tous vos partages. Je trouve ça vraiment passionnant. Un grand merci pour votre participation, et merci à vous qui nous avez suivis. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et puis, on vous souhaite un très très bel appétit, et on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.